Vous allez écouter dans un instant une rencontre avec Léonore de Recondo à la librairie Ombre Blanche jeudi 26 octobre 2023. Léonore de Recondo est écrivaine, autrice de 8 romans dont Amour en 2015, Leçon de ténèbres en 2020, Revenir à toi en 2021, mais elle est aussi violoniste et a d'ailleurs fondé l'ensemble Lyriade, spécialisé dans le répertoire des cantates des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce jour-là, elle présentait à la librairie son nouveau roman, Le Grand Feu, publié aux éditions Grasset. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, à titre personnel, je suis ravi de retrouver Léonore de Recondo. C'est vrai que notre première rencontre date de votre second livre, Rêves oubliés, puisqu'il y avait eu La grâce du cyprès blanc. C'était ici même à Ombre Blanche en 2012 ou 2013, si je ne m'abuse. J'avais eu un grand coup de cœur à l'époque pour ce roman et depuis, je vous suis régulièrement. Je lis tous vos livres. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc, pour Le Grand Feu, qui est votre 10e roman, publié donc, aux éditions Grasset, où vous nous transportez. C'est peut-être la première fois où vous reliez d'aussi près, j'ai envie de dire, aussi intimement finalement, le violon, la musique, à travers donc Hilaria, cette héroïne qui donc nous transporte dans la Venise de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. L'amour également très présent, le désir très présent dans le livre, et donc l'amour de la musique et l'amour tout court peut-être aussi. Alors c'est vrai que c'est pas la première fois que vous abordez une dimension artistique dans un livre. Avec Pietraviva, vous aviez pu nous intéresser à Michel-Ange notamment. Il y a eu également Ma nuit au musée, où vous aviez transporté lectrices et lecteurs au sein de l'œuvre du Gréco dans un musée. Donc c'est vrai que là, pour la première fois, j'ai envie de dire, vous nous proposez un magnifique roman, Le Grand Feu, qui mêle donc la musique et l'amour. Alors, première question toute simple, pourquoi peut-être première fois finalement? Est-ce que c'était un désir que vous aviez de longue date, de le mettre en fiction, j'ai envie de dire? Et pourquoi Venise et pourquoi cette période de l'histoire, précisément fin 17e, début du 18e siècle? Et bienvenue, Léonore de Recondo. Merci. Beaucoup de questions en une. Oui, toujours. Vous savez, c'est ma tendance. Vous savez. Alors, ça vous permet comme ça. Vous regardez l'heure, vous m'arrêtez. Oui, non, mais on a le temps, Ok. Alors, pourquoi la musique aujourd'hui? C'est compliqué de savoir pourquoi un jour un roman s'impose. Ouais. Pourquoi une idée qui est là surgit et on se dit que c'est le moment de l'écrire. Et pourquoi si tard, en effet, dans mon parcours, puisque je suis violoniste baroque, donc vraiment mon métier, mon premier métier, mon métier que j'exerce toujours, celui de violoniste, est vraiment au cœur de ce roman. Mais je crois que finalement, j'ai commencé d'écrire, donc en 2010, le tout premier texte a été publié, parce que je voulais en littérature explorer d'autres espaces que celui que je connaissais. Donc vraiment, la littérature est venue, pour moi en tout cas, parler d'autre chose que du violon, de cette musique que j'exerçais vraiment à plein temps, et de cette musique baroque qui est aussi celle, donc les périodes de 17e, 18e siècle, sur laquelle j'ai fait énormément de recherches musicales. Donc, je suis allée ailleurs, je crois, tout en continuant à faire des concerts. Je suis allée ailleurs en écrivant sur d'autres sujets. Même si, la question de l'art, de la création, du corps, traverse mes romans toujours, mais là, pas si frontalement, en tout cas, pour la musique. Et puis, j'ai eu envie, je pense, d'écrire d'abord sur le corps de la musique, le corps musicien, sur qu'est-ce que c'est que d'être l'apprentissage, la rigueur, qu'est-ce que c'est de devenir violoniste, qu'est-ce que c'est d'apprendre. Donc on va suivre le chemin de cette petite fille dès sa naissance, mais aussi tout le long de cet apprentissage du violon. C'est pas un roman qui démarre quand elle sait déjà jouer du violon, hein. C'est vraiment initiatique. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que de grandir avec un instrument, d'apprendre, qu'est-ce que ça fait à l'esprit, qu'est-ce que ça fait au corps, qu'est-ce que ça fait à l'âme.
Donc ça, c'était, je pense, mon premier désir, c'était finalement d'écrire sur ça et de trouver, d'écrire sur l'émotion aussi qui nous traverse quand on joue et quand on écoute de la musique, et de trouver une langue qui soit adéquate pour pouvoir en parler. Ça, c'était, je crois, le départ. Ensuite, tant qu'à faire, là, je me suis dit, mais puisque j'attaque si frontalement la musique, autant parler de celle que je connais. Et aussi parce que non seulement, si je la connais, c'est parce que je l'aime. Et donc, me plonger dans cette période du tournant du XVIIIe siècle, qui est une grande période pour le violon, de grandes compositions de violon, de grands violonistes qui sont vivants et qui jouent à ce moment-là. Alors, il y en avait un à Rome qui me plaisait aussi, que j'adore, qui est vraiment un compositeur, je pense, fondateur dans mon... à l'intérieur de moi, qui est Arcangelo Corelli, qui est aussi qui exerce à Rome, qui enseigne aussi à Rome. Mais ce qu'il y a à Venise, c'est cette institution de la Pietà. Qui est au centre du roman. Qui est au centre du roman. Vivaldi, donc éminent violoniste et professeur, y était professeur. Donc là, c'est aussi pour ça que je choisis Venise. Alors évidemment, la beauté de Venise, dont on pourra reparler, le cadre exceptionnel de cette ville, ce qu'elle est comme foyer artistique aussi, une école de peinture, une école d'architecture, une école de musique, avec Monteverdi qui précède et qui est quand même un des grands compositeurs italiens. Mais voilà, donc ce qui m'intéressait aussi, c'était le chemin et le destin de cette petite fille au sein de cette communauté de femmes qui est unique en Europe et qui vient accueillir, donc pour dire tout petit peu brièvement ce qu'est la Pietà. Peut-être parmi vous, vous en avez entendu parler. C'est un des 4 ospedali de Venise qui accueille des orphelins, surtout, en tout cas à la Pietà, que des orphelines, ou des petites filles qui ne peuvent pas être élevées par leur famille trop modeste, donc de classe très 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 modeste, et elles vont être évidemment protégées au sein de cette institution, élevées, nourries et instruites, et elles vont en plus avoir une instruction musicale d'un niveau exceptionnel. Et la période qui m'intéresse autour de 1700, donc quand Vivaldi va être professeur là, elles sont entre 800 et 900 petites filles dans cette institution. C'est énorme. C'est pas 50, 60, c'est 900. C'est énorme. Donc c'est fou. 900 petites filles, de nourrissons, elles sont bébés, quoi. Elles arrivent bébés quand on les pose dans le tour, jusqu'à une sorte de tourniquet, on les dépose. Voilà, le tour qui donc la Pietà fait déjà œuvre sociale depuis le XIVe siècle, donc elle ouvre en 1346, je crois, ou 49, dans ces eaux-là, déjà pour accueillir exclusivement des petites filles. Elle est aujourd'hui encore, elle existe. Alors elle a été complètement refaite et elle n'accueille plus, c'est plus du tout, on n'y apprend plus du tout de la musique, mais c'est encore un lieu d'accueil pour les jeunes femmes défavorisées ou des mineurs isolés. Donc c'est vraiment cette sorte d'immense tradition sur 7 siècles d'accueil de femmes et qui, moi, je trouve extraordinaire, parce que c'est aussi très rare. Alors après, il y a les couvents, mais c'est encore autre chose, parce que c'est pas un couvent. Il y a des règles, il y a un peu les règles des couvents, mais ces hospedales, ils sont régis par la ville. Et à cette époque-là, Venise est une république. Donc ça n'est pas, elles sont pas liées au Vatican, contrairement à Rome. C'est vraiment ces institutions sont régies par les doges, sont régies par la ville, leurs ressources économiques sont aussi c'est municipal. Enfin, exactement, c'est municipal. Donc moi, cette question-là sociologique aussi que je pouvais aborder grâce à cette institution, c'est aussi au cœur du roman. Donc ça, tout ça faisait, et
en plus, évidemment, Venise comme cadre exceptionnellement romanesque. Tout ça a fait que je me suis dit, bon, ça va être cet aspect-là, parce que je vais pouvoir non seulement parler du violon, mais aussi de ce que ça peut être, cette communauté, cet apprentissage, et puis l'amour, évidemment, qui cueille à un certain moment. Mais le départ du roman, c'était centralement pour ces raisons-là. Alors, il faut dire qu'elle n'est pas orpheline, en l'occurrence. C'est que ses parents sont bien vivants, Giacomo et Francesca. Elle est la 6e enfant de cette famille. Période aussi qu'il faut expliquer, la difficulté des naissances. Aussi, je crois qu'il y a 3 enfants morts-nés. Et en fait, ses parents se sont jurés, finalement, se sont dit, on va la déposer à la Pietà parce qu'elle fera de la musique. Alors, ça commence par l'écoute des chants. Et donc, elle y est déposée. Et elle va faire la connaissance sur place aussi de Bianca, qui est une cousine. Donc, cette Pietà va être au point de départ du roman. Et vous parlez de roman initiatique. C'est vrai que c'est un roman un peu initiatique. C'est vraiment le cheminement de cette jeune fille, de cette petite fille qui va... Puis il y a de très beaux passages aussi sur la façon dont les personnes peuvent venir aussi écouter le chant à travers des grilles, parce qu'ils ne voient pas les personnes qui sont à l'intérieur. Il y a tout cet aspect aussi, ce jeu sur le regard, qui je trouve irrigue le roman de bout en bout. Oui, c'est vrai que dans cette Pietà, donc, qui est très particulière dans son accueil, alors aussi pour refaire peut-être une explication de Venise à cette époque-là. Alors, Venise arrive donc en 1700 comme en Europe, comme dans toute l'Europe, avec la peste quand même qui a vraiment décimé l'Europe entière. Et je veux redire que ce sont 2 Européens sur 3 qui sont morts de la peste. Enfin, c'est des épidémies folles. Et donc, en 1700, il y a encore ces souvenirs très, très, très forts de la peste. Venise a été décimée aussi parce que c'était un centre avec beaucoup de passages. Donc, la ville il y avait là, vraiment. Donc, imaginons cette ville où il n'y a plus qu'un Vénitien sur 3 ou qu'une Vénitienne sur 3. Et des naissances avec beaucoup d'enfants de morts en couche pour les femmes et pour les bébés. Donc il y a un rapport à la vie très différent. Je pense qu'il y a un rapport à la vie très très exalté aussi. Et pour cette mère Francesca, donc la mère d'Hilaria, qui a déjà eu 6 petites filles, 3 qui sont donc mortes, et pour cette 6e, elle rêve d'un autre destin. Je pense qu'elle rêve qu'elle soit instruite, elle rêve qu'elle puisse s'émanciper à travers un apprentissage qui soit autre que le sien, qui est celui d'être... Donc, elle travaille avec son mari dans une boutique ils sont négociants de tissus, donc ils sont pas malheureux. Hein, c'est pas une question, c'est pas le malheur qui pousse Francesca. Taglianotte, oui. Non, très très bien. Vous avez l'accent vénitien, Antoine. Merci, écoutez, je ne savais pas. Merci. Et donc, c'est pas le malheur ou l'impossibilité d'élever cette fille, c'est vraiment ce désir qu'a cette mère d'autre chose, elle projette aussi quelque chose dans son enfant, et elle place aussi Hilaria dans cette institution parce que la gardienne qui accueille tous les enfants, c'est sa cousine. C'est aussi celle qui va donner naissance. Elle est aussi sage-femme. Elle s'occupe des nourrissons et elle accueille tous les bébés qui sont déposés dans le Tour. Et donc on parlait du Tour tout à l'heure, et aujourd'hui encore dans cette grande muraille qu'on voit encore de la Pietà, il y a une plaque avec écrit le lieu où les femmes déposaient leur enfant. Donc vous voyez certainement le fonctionnement, ça ressemble un peu à une sorte de tonneau ouvert où on posait l'enfant, ouvert vers la rue. On le retournait, donc c'était fermé vers la rue et ouvert sur l'intérieur de l'institution. Et il y avait une cloche. Et les femmes, surtout des femmes qui déposaient leur enfant, tiraient la cloche et comme ça, on savait à l'intérieur qu'un enfant était là. Et donc alors petite parenthèse comme ça, il y a quelques jours j'étais dans une rencontre pas si loin d'ici à Marmande dans une librairie formidable, le Gang de la Claire-Molette, où une dame, formidable librairie, et une dame est venue me voir en me disant que sa grand-mère avait été déposée à la Pietà, dingue, donc en 1900, donc il n'y a pas si longtemps.
Ouais, en 1900, donc elle m'a apporté les papiers et tout de cette, voilà, de cette. Alors, elle était orpheline. Elle était orpheline, sa grand-mère. Donc, elle était déposée alors, je ne sais pas si ils utilisaient encore le tour à l'époque, ça, je ne sais pas. Mais à l'âge de 7-8 ans, elle a été adoptée. Donc, c'est dire que c'est vraiment ça a continué très longtemps. À la période qui m'intéresse, je ne crois pas que les petites filles aient été adoptées. En tout cas, elles y restaient jusqu'à leurs 18-20 ans. Et là, à nouveau, la question se posait de leur avenir. Est-ce qu'elles se mariaient parfois? Alors, elles arrivaient toutes d'extraction assez modeste, donc c'était difficile de se marier, mais elles avaient quand même la musique pour elles. Donc, soit elles se mariaient, soit elles entraient au couvent. Et les couvents, à l'époque, à Venise, étaient beaucoup plus ouverts que la Pietà. En fait, la Pietà a un système très rigoureux de réclusion. Enfin, elles peuvent sortir très très rarement de l'institution, aussi parce qu'elles sont enfants et que c'est un souci de protection de l'enfance. Je pense que si les couvents étaient plus ouverts, c'est aussi parce que c'était des femmes beaucoup plus âgées qui y étaient. Alors justement, Francesca et Giacomo sont allés écouter une messe, et c'est là, en fait, à la Pietà, justement, que Francesca, notamment, a décidé. Il y a une côté transmission, parce que je vais juste me permettre de lire un court extrait qui se situe page 16. Quelques mois plus tôt, Francesca et Giacomo étaient allés écouter une messe chantée à la Pietà, un office de Pâques, respirant le parfum mélangé d'encens et de suie des cierges, tandis que s'élevait le cœur des jeunes filles cachées derrière les grilles de fer de la tribune en marbre. Francesca touchait son ventre rebondi. Elle caressait le petit être à venir, tout en lui murmurant « Si tu es une fille, tu chanteras avec elle ». Dans une soudaine exaltation, liant concert et liturgie, confondant ses voix célestes avec ses propres désirs, elle avait pris la main de Giacomo. Plus tard, elle lui dirait que leur enfant, leur 6e à venir, chanterait parmi ses anges. Pénétrée par la musique, elle se revoyait adolescente, quand sa mère l'avait emmenée à Venise depuis Padoue. Elle devait acheter du tissu pour la robe de fiançailles d'une de ses sœurs. On leur avait indiqué la boutique des Taggianotte, près de la Pietà. En une seule phrase, le destin de Francesca s'était joué. On peut dire aussi qu'en une minute, le destin aussi de sa future fille se joue, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Et ils vont écouter donc un office de Pâques dans l'église qui est attenante. Alors maintenant, on voit toujours cette église de la Pietà qui est sur les quais entre la place Saint-Marc et l'Arsenal. Quelque part, ça s'appelle les quais des Schiavoni, des esclaves. Il y a cette église blanche, très belle, baroque, mais qui a été reconstruite, enfin, qui date du milieu du XVIIIe siècle, donc qui est après c'est la période dont je parle. Mais on voit toujours à la tribune ces grilles, parce qu'en effet, comme ces jeunes filles, alors celles qui faisaient des concerts, évidemment, c'était celles qui étaient les meilleures et qui étaient au moins adolescentes pour pouvoir jouer là, mais pour les protéger, on ne les voyait pas. Donc il y a donc faut imaginer voilà la tribune blanche comme ça, des sortes de grilles, et les Vénitiens venaient s'installer dans la nef et écoutaient ce concert qui donc un peu je sais pas, comme quand on écoute, enfin c'est rare d'aller écouter un concert sans voir les musiciens. D'habitude, on se déplace justement pour voir des corps jouer, mais là, on ne faisait que les entendre. Et donc, j'imagine, enfin, j'ai pas écouté de concert là-bas, mais j'imagine qu'il devait y avoir un effet acoustique aussi particulier, parce que ça faisait vraiment tout le tour, les musiciennes et le chœur, parce qu'il y avait évidemment un grand chœur qui chantait, et une sorte, enfin, ça devait être très très beau, et de les imaginer. Il y a quand même toute une littérature aussi qui explique la fascination que les uns et les autres avaient pour ces jeunes filles, donc les anges, comme on disait, parce qu'on ne faisait que les entendre, qui venaient là, et Jean-Jacques Rousseau est venu et a écrit des pages sur c'était la sorte d'exaltation, de fantasme, de mystère qui surgissait de ces églises. Donc je pense que les Vénitiens, eux aussi, bon, en plus elle jouait très très bien, donc là je fais à nouveau une parenthèse historique sur Venise, qui est que à cette époque-là, le carnaval durait 6 mois.
Et donc ça joue énormément pour la qualité des œuvres qui étaient jouées dans ces églises. Donc 6 mois entrecoupés, c'était pas 6 mois en bloc, mais je crois par phase de 2 mois à peu près, donc 6 mois de carnaval et 6 mois de carême. Pendant les 6 mois de carnaval, les théâtres tous les opéras étaient ouverts. Les Vénitiens circulaient comme ils le voulaient pour aller écouter de la musique, mais quand c'était carême, tout était fermé, sauf les églises. Donc le seul lieu pendant la moitié de l'année où les gens pouvaient écouter de la musique, c'était les églises, et notamment ces églises, donc les 4 églises des 4 ospedali, mais le seul hospedale qui accueillait des filles, c'était la Pietà. Donc il y avait une sorte de renommée extraordinaire à Venise, mais aussi européenne et internationale, autour des concerts qui étaient donnés le dimanche par ces jeunes filles. Donc la vie culturelle et la vie liturgique finalement de la ville vient aussi définir la qualité des concerts qui avaient lieu là. Tout se rassemblait là. Tous se rassemblaient là. Après, on va venir donc à ce rapport au corps et à la musique que Hilaria va connaître. Avant de commencer le violon, si je puis dire, son premier ressenti, c'est quand elle écoute justement ces jeunes filles chanter. Ce qu'Hilaria préfère par-dessus tout, c'est écouter le chœur de filles chanter. Elle pourrait rester des heures dans un coin de la salle. Elle voudrait que son corps soit assez grand pour créer de tels sons. Les vibrations traversent son épiderme. Elle est tout entière dans cette sensation. La signification des textes latins lui échappe. Elle voit seulement comme les corps s'assemblent en sons. Elle croit qu'il suffit d'ouvrir la bouche pour que cette harmonie dévore tout, espaces et esprits engloutis. Et finalement, avant de connaître ça avec le violon, elle le connaît déjà en écoutant finalement ce rapport au corps, et de la musique passe par le chant qu'elle écoute de ces jeunes filles. Oui, et puis il faut imaginer que donc ces petites filles, elles ne voient rien d'autre. Enfin, elles sont dans cette institution quand même, j'imagine, un peu les unes sur les autres, parce que des centaines, même l'espace, même si l'espace devait être grand, c'est quand même pas immense pour accueillir tant de petites filles. Il y a une cour et il y a quelques arbres, mais elles ne voient pas l'extérieur, elles sont dedans. Donc finalement, leur échappée, c'est quand même la musique. Elles devaient entendre, j'imagine qu'on devait entendre beaucoup de musique, parce que les unes et les autres répétaient. Donc dans les couloirs, on devait entendre. Bon. Donc il y avait un espace pour les pouponnières. Tous les bébés étaient regroupés. Et puis petit à petit, elles grandissaient. Ensuite, elles passaient dans un dortoir où elles étaient à 2 par lit pendant très longtemps. Et dans cette communauté, comme ça, les échappées, c'était les répétitions et ce qu'on entendait derrière les portes ou les répétitions. Et la répétition, le chœur, je pense que quand on va écouter un chœur qui chante, c'est quand même quelque chose d'extrêmement physique. De chanter dans un chœur aussi, une sorte de vibration de la cage thoracique extrêmement puissante, parce qu'on les corps se mettent à vibrer. Et pour cette petite fille, d'aller écouter ces plus grandes qui chantent, c'était une sorte je pense qu'elle était traversée par... en tout cas, elle est traversée par cette beauté-là, Hilaria. Alors, il faut venir au violon, parce qu'elle va connaître son premier cours de violon. Alors, il y a aussi quelqu'un qui joue une importance, je me souviens plus de son prénom, une femme qui va lui Giulietta, voilà, qui va lui transmettre cette passion pour le violon, et qui va même lui faire don, à un moment donné, de son violon. Et il y a un passage où vous écrivez le premier cours de violon, c'est comme s'ouvrir à un autre monde. Vous avez ressenti ça, Léonore de Recondo, à votre premier... Je suis posé la question. Oui, bien sûr. Non, alors, c'est-à-dire, a posteriori, quand on commence... c'est-à-dire, on se rend pas compte quand on démarre très très tôt d'un instrument comme notre vie va changer. En fait, c'est même un peu effrayant. Peut-être on ne commencerait pas si on savait qu'on est ensuite lié à vie à un instrument. Bon, donc ça, j'en ris un peu maintenant, parce que je pense que vraiment, si le compagnon vraiment au plus long cours dans ma vie, c'est mon violon. Et quand on démarre si tôt, moi je me souviens je me souviens pas exactement de mon premier cours, donc j'avais 5 ans, mais je me souviens de l'instrument qui arrive à la maison. Je me souviens que mes parents, c'était
mon cousin, qui était plus âgé, était violoniste et il m'avait donné son petit violon. Donc aussi, quand on commence à jouer du violon, on commence sur un petit violon parce que c'est lié à la longueur du bras. Plus le bras est petit, et plus le violon est petit, puis on grandit. Et comme c'est des instruments qu'on commence très tôt, donc ça c'est différent du piano, c'est toujours la même taille de piano. La flûte ne change pas de dimension au fur et à mesure de l'apprentissage, parce que les instruments avant, on les commence plus tard, mais les instruments à cordes, il y a plusieurs tailles, on démarre. Et donc je me souviens de voir arriver cette petite boîte avec cet instrument à l'intérieur et d'avoir, oui, quand même, de me dire, là, il se passe quelque chose. Et en effet, il s'est passé quelque chose. Et j'avais envie d'écrire sur ça, parce qu'en effet, elle ne va pas garder le souvenir comme moi, je n'ai pas gardé le souvenir de quel jour c'était. Je pourrais peut-être à peine dire l'année, enfin si en recalculant, je peux dire que c'était peut-être en 81 que je démarre, mais je ne sais pas si c'est l'hiver, je ne sais pas si c'est l'automne, je ne sais pas si c'est au printemps, mais peu importe. Mais à partir du moment où on démarre et qu'on va passer sa vie à être musicien, la vie est complètement bouleversée. Bouleversée, chamboulée. Chamboulée, oui. Bouleversée, ouais. Et alors c'est vrai qu'il y a ce premier contact, c'est ce Giulietta qui va vraiment jouer un rôle important, qui va lui dire viens voir l'instrument, le prendre en main, et ça va être une... Alors c'est un roman aussi, un très beau roman sur l'amitié. Il faut le dire aussi au passage, sur l'amitié que va connaître Ilaria pour Prudenza, qui elle aussi va venir la rencontrer. Il va s'instaurer une amitié, à un moment elles vont sortir, elles vont réussir à quitter, parce que c'est vrai que vous l'avez très bien dit, il y a des règles très précises pour la Pietà, mais on a le droit quand même d'en sortir. Il faut bien sûr justifier, s'inscrire à l'avance. Voilà, ne montrer pas de blanche, j'ai envie de dire, auprès de la prieure, mais voilà. Donc il y a cette amitié aussi que vous y teniez, j'imagine, particulièrement. Oui, parce que je trouve que ces jeunes, ces petites filles, je pense que c'est aussi dans l'amitié qu'elles trouvent l'affection qui leur manque. Enfin, elles sont toutes soit placées, soit orphelines. Alors même si on leur procure des soins, ça ne remplace pas... en tout cas une mère ou une attention très 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 particulière. Donc Ilaria, elle va... alors d'abord il y a Bianca, elle a de la chance parce qu'il y a quand même la cousine qui est là et elle trouve de la tendresse, toute la tendresse nécessaire auprès de cette cousine, de la chaleur. Elle va, quand elle est toute petite, de temps en temps se faufiler, aller dormir avec elle, et donc elle trouve la chaleur de ce corps et de cette tendresse un peu maternelle. T'es devenue grande, maintenant c'est plus possible. Voilà, il y a Bianca qui lui dit bon allez, c'est bon, t'es trop grande. Mais va arriver prendre des cours. Alors donc toutes ces petites filles n'ont pas le droit de sortir. Point. La plupart n'ont aucun endroit où aller, parce que c'est aussi simple que ça. Ilaria, qui a encore sa famille, elle peut sortir pour Noël, pour des raisons familiales graves, donc pour un décès ou un mariage, elles peuvent éventuellement sortir. Pour Noël, évidemment. Pour Noël, et pour de rares occasions qui sont des concerts, où elles peuvent avoir le droit de faire quelques concerts dans des familles patriciennes, où là aussi, ça fait partie du fonctionnement économique de la Pietà. Ces concerts sont tous évidemment payants, et ces riches familles sont des mécènes et font aussi tourner l'institution comme ça. Comme je disais, les concerts dominicaux étaient aussi payants, très, très peu. Les Vénitiens payaient, je crois, 3 sequins pour y aller, donc c'était assez peu, mais quand même payant, et tout ça participait à l'économie de l'institution. Et Prudenza, elle, autre manière d'avoir de l'argent pour cette institution, c'était pour les familles patriciennes, donc très riches, les jeunes filles pouvaient venir prendre des cours, donc à la carte, disons des sortes de cours privés, avec ces grandes chanteuses et ces grandes violonistes, enfin avec l'instrumentiste qu'elle voulait, en payant très très cher. Et donc un jour, cette petite fille qui a 2 ans de plus qu'Ilaria arrive, elle est habillée en tenue de ville, disons, donc toute colorée, alors qu'elle porte tout un uniforme
blanc. Donc il y a une sorte d'amitié très très forte qui va se lier entre les deux, parce qu'Hilaria, elle va voir en Prudenza justement la liberté, la famille, tous les possibles et tout ce qu'elle n'a pas. Et Prudenza, dans l'autre sens, va découvrir dans cette petite fille, je pense, une fantaisie, une rigueur, un désir d'expression et d'émancipation qu'elle n'a pas. Et donc, elles vont être liées. Et j'avais envie d'écrire sur l'amitié enfantine, de qu'est-ce que ça représente d'avoir une amie. Elles avancent, elles traversent leurs épreuves ensemble, de l'enfance, de l'adolescence, de l'apprentissage et justement de cette initiation de la vie, et elles trouvent l'une en l'autre un soutien rare. Oui, puis finalement, elles découvrent un peu le monde toutes les deux aussi. Elles sortent ensemble. Et c'est vrai qu'il y a le roman est un peu construit là-dessus, sur l'intériorité et l'extérieur, le huis clos. En fait, c'est vrai que ce voyage vers Venise, elles vont ensemble. Il y a un moment, Hilaria dit, c'est vous qui écrivez, elle voudrait cette vie chaque jour, sortir et jouer de la musique. En fait, c'est ça. Oui, ce serait le rêve. Elle se dit, c'est le rêve. Oui. Et encore plus dans cette ville où, donc, comme je disais, donc il y a cette façade de l'église qui est sur les quais, et puis derrière l'institution, donc dans laquelle elles sont enfermées, sauf raison, comme on a vu, X ou Y d'en sortir, mais quand même elles sont dans cet enfermement. Et quand Hilaria va sortir pour jouer quelques heures avec Prudenza de la musique, donc elles sont déjà adolescentes, parce que la mère de Prudenza est aussi musicienne, donc elle arrive à avoir 2 heures. Giulietta la professeure va être un peu la chaperonne, et elles vont prendre une gondole. Et elles vont partir de ce tout petit boyau, de ce tout petit canal qui est au pied de la Pietà. Elles vont avancer. En fait, elles débouchent direct sur la lagune. Donc bon, on a tous des images de Venise extraordinaire, de sa lumière. Et rappelons aussi que Venise est une ville ouverte, ce qui est très très rare pour les villes portuaires de l'époque. Normalement, une ville qui est portuaire, elle est ceinte de murs parce qu'elle se protège des envahisseurs. Et Venise, dans la place Saint-Marc, elle est sur la lagune. Enfin, c'est complètement ouvert. Donc c'est aussi comment dire c'est unique architecturalement à l'époque d'avoir cette ouverture. Et donc Hilaria, elle sort sur ce petit canal, sur sa gondole, et tout d'un coup elle arrive sur la lagune. Elles vont tourner à droite, elles vont longer les quais, donc on voit les îles, et puis elle va remonter le Grand Canal. Mais c'est complètement fou comme parcours. Elle passe pas par les petites ruelles, elle va vraiment partir en gondole. Et c'est cette ville, alors en opposition, comme vous le disiez, à cette austérité dans laquelle elle vit, la ville avec tout le commerce se faisait sur l'eau. Donc tous les commerces, tous les meubles, la nourriture, le vin, les gens, tous les transports se font en gondole. Donc il y a une sorte de foisonnement, d'embouteillage, d'animation sur le canal et sur le Grand Canal et sur les canaux en général, qui est extraordinaire. Donc pour cette petite fille qui sort de son institution, et je sais pas, mais en 5 minutes, elle est éblouie évidemment devant cette lumière, devant la liberté, devant le monde. Et donc elle rêve. Prudenza, c'est aussi l'incarnation de ce monde-là. Vous êtes allé à Venise pour les besoins de l'écriture du livre, parce que c'est vrai qu'on a parlé de Venise un peu au début, on en parle tout le temps là, mais il y a une très belle évocation de certains quartiers au passage. À un moment donné, je crois que vous dites d'Hilaria, elle ne voit pas, elle entend les sons, comme elle est sensible évidemment à la musique, donc il y a un rendu aussi sonore, j'ai envie de dire, vous venez de dire l'animation, mais c'est vrai qu'il est très présent dans le roman. Oui, et puis c'est une ville qui a une sonorité particulière. Aujourd'hui encore, aujourd'hui il y a un peu les moteurs des bateaux et des vaporetti, mais à l'époque il n'y avait évidemment pas de moteur, mais il n'y avait pas non plus de sabots, de bruit de sabots, de chevaux ou de bœufs. Il n'y avait pas non plus de bruit de roues, de charrettes. C'est impossible à Venise. Tout était vraiment en bateau. Donc la sonorité de la ville, donc les cloches, l'eau, la réverbération des sons sur l'eau, tout ça fait que
Hilaria, qui ne voit pas l'extérieur, elle a une perception auditive extrêmement fine de cette ville à la sonorité particulière. Et j'y suis allée, en effet, donc je connaissais déjà un peu Venise, mais pour le livre, j'y suis retournée 2 fois. Une fois un peu en préambule du texte, et puis une deuxième fois un peu vers la fin, quand j'avais presque fini d'écrire le roman. Je me suis dit, il faut que j'y retourne pour me refaire une idée et voir si je me... J'avais besoin de ça. Voilà, de me remplir à nouveau peut-être de cette ville. Et la chance que j'ai eue, c'est que ça, c'était en période post-Covid, où c'était pas du tout le premier où tout était fermé. C'était plus tard, mais c'était encore une période un peu hybride où ça s'ouvrait, les pays s'ouvraient et se fermaient. Et en tout cas, Venise à ce moment-là était un peu ouverte aux Européens, mais il n'y avait aucun tourisme. En tout cas, il n'y avait pas les immenses bateaux là qu'on voit de temps en temps. Il n'y avait aucun tourisme américain ni asiatique. Donc la ville était vide. C'était un mois de décembre. Et là, quand même, c'est autre chose. Ouais. Et là, le son de la ville, qui est quand même une grande ville, bon, et puis qui est parcourue par beaucoup de gens et tout, mais je me suis dit, cette ville a une sonorité dingue. Et c'est vrai que quand on se perd, en plus, si on sort un tout petit peu des grands axes, oui, on peut se perdre, et il y a quand même encore toujours ces petits boyaux comme ça, où tout d'un coup on est seul, on n'entend rien, il y a un chien qui aboie, et puis au loin une sorte de clapotis de l'eau. Ça se retrouve peut-être dans le roman. Ça en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir le voir dans un moment où disons, tout l'aspect contemporain des moteurs du tourisme, du surtourisme, ou je ne sais pas comment on dit, le tourisme de masse n'était pas présent. Et quand même, cette ville est juste d'une beauté extraordinaire. Enfin, c'est un miracle, qu'elle soit là, sur l'eau, qu'elle soit construite. Enfin, il y a quelque chose de l'humain et de la beauté, et d'une forme de quête folle d'avoir construit cette ville. Si je parlais des sons, c'est parce qu'à un moment, je crois que vous écrivez, en fait, elle a volé un peu les sons, en parlant d'Hilaria, pour finalement les introduire dans la musique, parce que on va parler maintenant, il faut bien l'évoquer, de Antonio Vivaldi quand même. Vous attendiez tous ce moment. En effet, qui est nommé Antonio dans le livre, qui va jouer un rôle déterminant évidemment dans le cheminement d'Hilaria. Donc Vivaldi, vous le connaissez bien évidemment, j'imagine, Léonore de Recondo, vous l'aviez côtoyé par le violon. Je l'ai joué. Oui, c'est vraiment un très très grand violoniste, alors qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, ces 4 saisons, je pense, sont jouées sur chaque téléphone au moins à un certain moment, ou les répondeurs. Enfin, on est quand même. C'est ça. Et c'est une musique aussi très, je sais pas, naturaliste, parce que dans ces 4 saisons, on entend le bruit des oiseaux, de l'hiver, de l'été. Enfin, donc lui-même, la nature entre vraiment très fort dans sa musique. Et je me demande si le fait d'être à Venise, certainement, a un lien aussi avec son œuvre. Et Vivaldi est redécouvert dans les années 50. 60 en fait. Il a été très longtemps complètement oublié. Et ce qui est redire aussi que donc Vivaldi est un personnage secondaire, mais je voulais évidemment parler de lui parce que c'est quand même un personnage central, un compositeur très 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 important de cette époque-là à Venise. Et aussi à l'époque, on n'écoutait que la musique contemporaine. Quand on allait à l'opéra, on n'allait pas écouter les compositeurs des années précédentes, ou très 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 rarement. Donc ça veut dire que, donc on n'était que dans de l'hyper contemporain tout le temps, et les Vénitiens voulaient écouter de la musique différente. Donc imaginons aujourd'hui, si on allait au concert ou à l'opéra, écouter que des compositeurs contemporains. Déjà c'est fou. Parce que nous, on a l'habitude d'aller écouter Mozart, enfin, qui sont formidables, hein, mais c'était pas du tout l'habitude de l'époque. Donc ça obligeait tous les compositeurs vénitiens à écrire énormément de musique, parce qu'il fallait renouveler le stock. Enfin, bon. Donc Vivaldi, il écrivait beaucoup à cette période-là. Il dirigeait un opéra, Sant'Angelo, un théâtre.
qu'il écrivait énormément de musique pour l'opéra. Il composait, et aussi, pendant ces périodes de carême, énormément de musique sacrée pour les églises. Et il devait donc fournir énormément de musique. Et il est là aussi, je voulais aussi parler de cet aspect-là, que finalement, non seulement il est professeur de violon et il enseigne l'art du violon, mais il va aussi enseigner l'art de la composition, parce qu'il a besoin de petites mains pour fournir, pour l'aider, en fait. Alors, aussi par le simple fait que quand il arrivait avec une partition à la Pietà et que les jeunes filles devaient le jouer, il arrivait avec un conducteur. Donc, le conducteur, c'est vraiment toutes les parties écrites les unes sous les autres, comme c'est la partition d'un chef d'orchestre, en fait. Et après, pour que les unes et les autres puissent jouer leur partie à elles, donc ça s'appelle les parties séparées, il fallait qu'elles les réécrivent. Donc, il y avait plein de jeunes filles qui écrivaient, qui recopiaient en fait la musique de Vivaldi ou autre pour pouvoir la jouer et la travailler ensemble. Donc il fallait que chacune en ait une, donc elles recopiaient à tour de bras de la musique. Et je suis sûre que certaines l'ont aussi aidé à composer un peu, en tout cas peut-être pas les grandes parties de chant mais en tout cas les parties intermédiaires de second violon, d'alto, elles étaient forcément écrites par ces jeunes filles. Aussi, parce que comme dans la peinture à l'époque, c'est l'atelier. On travaille la notion d'un compositeur seul qui va écrire son œuvre, ça ou de l'artiste solitaire, ça arrive quand même beaucoup plus tard. Le travail collectif était pour les artistes encore tout à fait à l'ordre du jour. Donc ça, ces jeunes filles, non seulement elles apprennent à jouer du violon, mais certaines d'entre elles, dont Ilalia, puisque c'est moi qui écris le roman et que c'est bien, je peux faire ce que je veux, elle va... c'est du privilège d'être romancière. C'est qu'elle va recopier sa musique et de temps en temps, il va lui dire « Bon, mais là, j'ai pas le temps. Aide-moi et écris cette partie-là parce qu'il faut que j'écrive un opéra, un truc, un machin. » Mais je suis sûre que ça a eu lieu. C'est impossible autrement. Il ne pouvait pas écrire tant de musique tout le temps. Vous avez fait des recherches là-dessus, vous avez oui, alors il y a eu beaucoup de recherches sur Vivaldi, sur la Pietà, parce que donc l'institution est encore en activité, donc il y a eu beaucoup de recherches de musicologues. Donc j'ai pioché dans tout un tas de documents vraiment très très intéressants. Enfin, c'est un personnage secondaire si on veut, mais il est quand même assez déterminant quand même dans la transmission, dans le goût qu'il communique, puisqu'il va jusqu'à lui confier un rapport de confiance. Et on voit très bien le côté, je vais peut-être employer un mot un peu industriel, mais à un moment donné, il lui dit carrément il faut qu'il la met au défi d'écrire en un temps imparti très court un truc totalement phénoménal. Quoi. Oui, c'est vrai. Il est pressé par le temps. Il est pressé. Et donc, comme je disais, il dirige un opéra en même temps qui s'appelle le Théâtre Sant'Angelo, qui n'existe plus, mais à ce moment-là, il est vraiment... Donc, ça s'appelait Impresario. Il était impresario de ce théâtre où il fallait il s'occupait non seulement d'écrire la musique, mais il s'occupait des décors, des machinistes, des contrats avec les chanteurs, des musiciens. Il dirigeait c'est un travail fou, quoi. Et donc il a besoin. Il y a une sorte de vivier quand même à la Pietà de musiciennes qui sont excellentes. Et il va de temps en temps leur dire aidez-moi. Et il dit à Ilalia de l'aider. Elle lui dit OK, mais je vais voir. Vous débrouillez pour que je puisse aller voir une représentation au théâtre. Et donc ça va être une sorte de deal entre eux, où il va réussir à convaincre la prieure de laisser sortir un soir Ilalia pour qu'elle aille à l'opéra. C'est aussi une période très intéressante en arrière-plan, si je puis dire, sur les découvertes, sur notamment le personnage de Galilée qui apparaît à un moment donné. Là, on remonte un peu dans le temps. Là, on est au début du XVIIe, mais sur, je me souviens, l'invention, je crois, de la lunette astronomique. Oui, la lunette astronomique. Il y a toute cette question, finalement, scientifique, mais qui renvoie peut-être aussi à la littérature. La réalité, l'imaginaire, voilà, il y a tout un questionnement aussi là-dessus. C'est un peu une période assez bouleversante. Mais oui. Et alors il y a justement, il y a eu Galilée invente cette lunette astronomique avec donc avec une double lentille pour voir donc loin. Et tout d'un coup, l'île de Murano, quand on la regarde, elle semble toute proche. Et ça, c'est une découverte
découverte folle, parce que on a l'impression de tendre le bras. Et donc l'autre personnage dans l'histoire d'amour, un jeune homme, le frère de Prudence, Paolo. J'ai fait exprès pas trop d'aborder la question. C'est très très beau cette transition que vous faites pour arriver à Paolo. Formidable. Paolo, qui est le frère de Prudence et qui va tomber fou amoureux d'elle. Lui, il est dans cette... oui, ça le questionne énormément, la question cette question de la réalité et de la vérité. Est-ce que si je vois autre chose, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce que je vois est réalité ? Donc ça lui pose d'énormes questions existentielles. Et il tombe amoureux de cette jeune fille. Et là, donc ils sont tous les deux adolescents. Et c'est un amour comme ça, très adolescent, très exalté, très presque un amour presque mythologique. Et il va tomber amoureux d'elle. Et elle le sait. D'ailleurs, au début, elle sait même pas qu'il est amoureux d'elle. Mais bon, elle est enfermée dans cette piéta, donc il risque pas de la voir. Et il espère, avec cette lunette, il se dit, mais peut-être qu'avec la lunette de Galilée, je pourrais la voir. Au loin. Et ainsi, de génération en génération, les fils s'étaient posé cette même question. La réalité est-elle un mirage ? C'est là, en fait, Venise est assez superbe pour ça aussi. C'est ce rapport au masque, ce rapport au côté caché. Il y a le carnaval, il y a tout ça. Et donc c'est vrai que pour la romancière que vous êtes, j'imagine qu'il y a là aussi une matière très intéressante. Oui, une matière romanesque. Et puis, une matière romanesque pour se saisir. La beauté, puis c'est vrai que quand on arrive sur ce grand canal, on a l'impression que c'est un mirage. Cette Venise comme ça qui flotte. Donc oui, pour ce jeune homme, la réalité est-elle un mirage ? Ça va l'obséder. Et je pense que c'est la question aussi de cet amour. Est-ce que cet amour est-il réel ? Est-ce un mirage ? Et il va se nourrir de cet amour-là pour lui, parce que lui désire partir. Ils sont un peu tous les deux enfermés dans un espace, et lui, il veut partir dans les terres qui ont été perdues par les Vénitiens, parce que Venise a nettement réduit, a perdu beaucoup de ses territoires en 1700, et lui rêve de partir sur une île qui s'appelle Tinos, qui est encore vénitienne, et il voudrait réussir à être là. Enfin, il se rêve en héros et pour la garder aux couleurs de Venise. Très bon roman aussi sur les jeux de regard, je trouve. Il y a plusieurs scènes où l'importance des regards échangés, enfin le côté visuel est très très présent. Oui, alors moi j'y ai vu aussi, peut-être pas forcément au premier plan, mais c'est quand même bien présent dans le livre. Peut-être aussi, vous parliez d'émancipation tout à l'heure, Léonore de Recondo d'entrée de jeu, mais il y a aussi ce questionnement quand même qui est dans le roman, pour les femmes notamment, de la liberté, de est-ce qu'on peut se permettre de faire la même chose que les hommes. Enfin, il y a toute cette question. Finalement, la plupart sont destinés au mariage. Il y avait toute une réflexion, un échange, un moment d'hilaria, je crois, avec ses parents. Voilà. Et ça, cette question, je trouve, est assez centrale dans le roman aussi. Oui, c'est évidemment, moi, la question de l'émancipation de la femme, de son instruction, m'interroge aujourd'hui encore, et dans le temps. Et donc, en écrivant ce texte, je me suis aussi plongée dans la littérature féminine de l'époque. Et alors, j'ai découvert plusieurs choses. J'ai découvert que à la Renaissance, donc au mi-temps du 15e, il y avait déjà toute une littérature de femmes vénitiennes qui écrivaient sur la condition des femmes à l'époque. J'ai découvert aussi un livre donc, qui précède un peu la période, je crois qui date du début du... Là, je me perds dans les dates, mais je pense qu'il date du début du 17e. Il faudrait que je retrouve, peut-être je vous dis des bêtises, mais d'une femme qui s'appelle Modellata Fonte, qui a écrit un livre qui s'appelle Le mérite des femmes, et qui parle, alors qu'il met 7 Vénitiennes, qui pendant 2 jours, 7 Vénitiennes vont parler entre elles de leurs conditions de femmes. Donc il y en a une qui est une jeune fiancée, une qui est une femme mariée heureuse, l'autre qui l'est moins, une qui est une femme qui est veuve. Donc elles vont comme ça, pendant 2 jours, discuter de leur mérite, discuter de leur rapport aux hommes et discuter de comment être au mieux dans cette condition féminine et dans les possibilités sociales, sociologiques, d'instruction, religieuses, etc. Et politiques de l'époque. Et ça m'a fascinée aussi, parce que évidemment ce questionnement de la condition des femmes aujourd'hui qui est central et qui est aussi central pour moi, comme
pour moi, c'est important de porter la parole poétique des femmes. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle j'écris. Et de voir qu'enfin, en fait, je m'inscris dans une très, très longue tradition. Parce que parfois, on pense que chaque génération réinvente un peu quelque chose. Et certainement, c'est nécessaire de le penser pour avoir l'énergie de le faire. Mais c'est aussi très intéressant de voir qu'en 1450, il y a déjà tout un groupe de femmes vénitiennes qui écrivent en se disant bon, mais comment, avec nos conditions. Alors évidemment, les femmes à l'époque, et comme jusqu'à peu de temps, ne pouvaient pas gagner de l'argent par elles-mêmes, ne pouvaient pas travailler. Enfin bon, donc leur possibilité était extrêmement faible, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais la question de comment faire malgré ça, elle est au cœur je pense que de la pensée féminine depuis très très longtemps. Et moi, d'aller dans des époques antérieures et de voir comment cette ville de Venise va quand même créer un lieu pour que des femmes s'instruisent et pour qu'elles aient la possibilité, en plus sont des femmes issues de milieux hyper modestes, seules, placées, orphelines, et par l'art, leur donner la possibilité d'une pensée, en plus d'une protection, mais la possibilité d'une pensée, d'une émancipation et l'accès, s'élever dans tous les sens du terme. Et moi, je pense que vraiment, l'émancipation passe par l'éducation, c'est évident. Et donc, le fait que ces institutions-là existent dans cette ville depuis 1346, c'est formidable en fait. Parce que, alors évidemment, les aléas politiques, l'histoire des pays, tout ça est extrêmement mouvant. Et il y a des sortes d'allées et venues, des choses qui avancent, des choses qui reculent, etc. Mais moi, je me sens je m'inscris dans cette longue lignée, et en parlant de temps plus anciens, j'éclaire, je ne sais pas si j'éclaire, mais en tout cas, je peins le portrait de plusieurs femmes, parce qu'il y a aussi la prieure, entre autres, qui est celle qui dirige cette institution, qui a beaucoup de pouvoir et qui renonce à l'amour pour avoir cette place de pouvoir hyper rare à l'époque, et qui siège avec les doges, et donc qui a une voix au chapitre. Et ça, et ça m'intéresse. De voir quels sont ces parcours de femmes, et la possibilité à ce moment-là en tout cas, et aujourd'hui aussi, d'une émancipation et d'une pensée. Et c'est vrai que c'est notamment quelque chose que vous aviez abordé dans Amour, je me souviens, où aussi on suivait aussi finalement le destin, la libération de ces deux femmes. C'était à une autre époque. Mais c'est un peu le même sujet. La question, c'est pareil. Alors, au début du XXe siècle, alors là, après un XIXe quand même extrêmement corseté pour les femmes, au propre comme au figuré. Avant la Première Guerre mondiale, qui vient quand même placer les femmes à un autre lieu de la société, puisque les hommes sont absents. En 1908, elles sont peu instruites quand même. Elles sont peu instruites intellectuellement, et la classe, la middle class et la classe aisée, peu instruite, et les femmes les plus modestes sont des bonnes. Donc le rapport, ça m'intéressait beaucoup, justement, la question de la non-instruction et de la méconnaissance profonde qu'avaient ces femmes avec leur corps aussi. C'est-à-dire, je pense que la connaissance de soi est liée à l'instruction intellectuelle, avec une connaissance physiologique de sa propriété, et de la question de la place dans le monde. Quelle place dans le monde on peut avoir, dans le monde qui nous entoure et dans le monde en général, si on ne se connaît pas. Et là, il y a une discussion vraiment entre Prudenza justement et Hilaria. Prudenza vient de frapper, elle fait un pas, s'asseoir sur le lit de Bianca abattue. Hilaria la regarde, furieuse, à travers ses larmes. Moi aussi j'ai envie de partir loin, souvent, derrière les ponts, les églises, les îles, le ciel, les terres lointaines, voyager, s'exiler, oui, pourquoi pas, mais aller m'emprisonner derrière d'autres murs. Ce n'est pas ta mère qui dit toujours qu'être célibataire, c'est l'unique moyen d'être libre ? Non, ma mère dit que le seul moyen pour une femme d'être libre, c'est d'être veuve. Alors marie-toi et tue-le. Oui, mais c'est vrai, mais c'est terrible, mais à l'époque c'était vrai, c'est-à-dire le moment où la femme avait en tout cas le pouvoir économique,
de son argent, c'était quand elle était veuve. Sinon, c'était par le biais de son mari. Et il y a donc des grandes... Enfin, je sais pas, ça me fait penser aussi à une compositrice qui s'appelle Elisabeth Jacquet de la Guerre, de la fin du XVIIe, qui a fait une grande carrière, qui est une excellente claveciniste, mais bon, elle s'est mariée, et c'est vraiment quand elle a été veuve qu'elle a pu faire les concerts qu'elle avait, elle pouvait dépenser l'argent comme elle voulait, sans demander la permission de son mari. Mais ce qu'il faut rappeler, qu'on a pu ouvrir un compte en banque en 1965. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. Donc avant, même si, enfin, le droit de vote, le bac en 1924 ou 23, enfin, waouh. Donc après, évidemment, il y a des maris qui étaient tout à fait ouverts et des hommes très intelligents, etc. Mais néanmoins, il fallait demander l'autorisation. Enfin, et donc quand même, l'émancipation passe par l'émancipation économique. Et à cette époque-là, le moment où les femmes pouvaient l'être, c'était quand elles étaient veuves. Roman aussi où les couleurs ont leur importance aussi. Il y a le bleu, le rouge, enfin j'en ai relevé un certain nombre. C'est important pour vous les couleurs, sur les sensations, sur la beauté, sur Venise. Alors Venise à différentes heures du jour aussi, le rapport à la lumière, vous en avez parlé tout à l'heure. Et ça, c'est vrai que c'est un très beau texte aussi sur ces questions. Oui, parce que c'est l'impression de la beauté, je crois. Elle est comme Hilal, et elle se retrouve dans cet endroit clos. À chaque fois qu'elle peut en sortir, il y a une forme d'impression. Enfin, ça s'inscrit en elle dans le mot impression au sens propre de la lumière. C'est comme si elle se remplit à chaque fois de tout ce qu'elle voit, et elle est traversée par cette ville, par sa beauté, et c'est là qu'elle a l'impression de respirer, je pense. On va peut-être passer la parole au public. Léonore de Rekondo, ça fait presque 1 heure que nous discutons, donc le temps passe. Avez-vous des questions, des remarques ou des réflexions à propos du Grand Feu? Je sais pas, on n'a pas parlé du titre, c'est vrai. Enfin bon, on peut voilà. Merci. Voilà, il y avait une question. C'est vrai que ça m'est venu un moment, mais on est parti. Vous avez une question peut-être sur le titre. Le titre. Alors le titre, ça a été une longue histoire de le trouver. Parce que, alors il y a des romans pour lesquels le titre est une sorte de moteur, et le titre est là, et c'est comme si c'est le titre qui vient faire surgir le roman. Et là, j'avais aucune idée, quoi. C'était, je faisais des propositions à mon éditrice qui me regardait avec des yeux ronds en me disant non. Enfin, et donc on a beaucoup cherché, et finalement. En relisant, donc en fait, on a trouvé le titre qui est un titre simple. Hein, c'est pas non plus, mais je l'ai trouvé, mais presque à la fin de tout le processus, c'est-à-dire j'avais déjà rendu mes épreuves, enfin corrigé, etc. Enfin, il fallait vraiment le titre parce que sinon la couverture restait sans. Et j'ai reparcouru encore le texte et m'a quand même sauté aux yeux cette métaphore qui le filait sur l'embrasement, l'enflammement, enfin quelque chose du violon, du feu intérieur. Et je me suis dit, et puis je crois que c'est page 22 où je dis, vérifiez s'il vous plaît. Regardons, je crois que c'est page 22 où je dis le grand feu. Et c'est page 22 ou pas? Non. Attends. À 22, ouais, peut-être 23. Enfin bon, bref, assez tôt dans la lecture, page 27. Bon, bref, je vérifierai. Bon. Arrive ce terme-là du grand feu, et je me suis dit, mais en fait, c'est simple, c'est le grand feu. Parce qu'en fait, ce grand feu, c'est la musique, l'amour, ce qui l'a fait vibrer, ce qui la consume. Et puis, c'est ce qui est sur le bandeau là qu'ils ont mis chez Grasset, où j'avais dit ça à mon éditrice, mais elle me disait c'est quoi le grand feu? Je lui ai dit mais moi c'est ce qui m'anime et me consume. Là, en écrivant, en jouant du violon, le grand feu, et c'est la vie et puis qui s'éteint. Mais et ça c'était une manière en fait assez simple de définir le texte. Une question, remarque, réflexion? Bon, d'abord à Toulouse, on a un tour. Ah, vous avez un tour. Où est-ce qu'il est? À l'Hôtel Dieu. Pourquoi vous ne l'avez pas dit, Antoine? Ah, parce que... Hein? Je vous laisse vous dire vous. Merci de me le dire. Il faut quand même dire ce qu'on a.
Et donc, il est toujours là, il est Je gardé. pense qu'il tourne. Il même, tourne. hein. Ah ben j'irai voir à Mais c'est l'hôtel. fermé la nuit, hein, l'hôtel Dieu. Oui, oui, d'accord. Ah oui, c'est l'hôpital de l'hôtel Oui, Dieu, oui, où d'accord. on déposait les enfants. On déposait les enfants. En haut de l'escalier. D'accord. Ah oui. Bon, et secondo, vous n'avez pas amené le violon. Non. Mais par contre, moi, je vous ai amené le texte et j'aimerais que vous nous le relisiez. Parce Alors. qu'il devait y avoir beaucoup de rêves dans... Ah oui, le texte que j'ai dit l'autre jour à la grande librairie. Ouais, d'accord. Et c'est beau. En plus, ces jeunes filles qui étaient enfermées, elles devaient rêver. Hein. Bah oui, je leur souhaite parce que sinon. C'était une façon de s'échapper. Ouais. Donc c'est bien de lire ce texte. Bon, alors je vous relis ce texte qui pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette émission, c'était il y a 10 jours à peu près. Et j'avais mon violon et donc l'équipe m'avait demandé, enfin Augustin Trapenard m'avait dit si je voulais bien faire cette fin qui s'appelle Droit dans les yeux. Et c'est vrai qu'on est dans un moment tellement dur. Donc ça me semblait difficile de ne pas parler du monde extérieur. Et donc j'ai écrit ce texte qui est « Quand le bruit du monde est tonitruant, quand il est fait de bombes et d'armes chimiques, quand les forêts brûlent et que les migrants se noient, que nous reste-t-il ? Quand les liens sont ceux numériques, quand les informations s'accumulent si vite qu'elles en deviennent incontrôlables, quand les images envahissent nos esprits de manière aléatoire, que nous reste-t-il ? Il nous reste, je crois, et je le crois très profondément, le rêve, aussi fragile soit-il. Il nous reste la poésie, d'où s'échappent tous les possibles de la langue sans aucune contrainte, avec comme seul espoir de créer des espaces libres. Il nous reste la beauté, celle qui nous sauve et qui nous empêche de perdre totalement la raison. L'imaginaire et l'art transfigurent le monde. Ils sont des réalités tangibles dans le cœur et l'esprit. En créant, en lisant, sur scène et partout ailleurs, en imaginant, en dansant, en filmant, en chantant à chaque instant, dans les rues et partout ailleurs, chacun de nous accompagnant l'autre, alors il est possible de croire encore que ce monde rêvé est le nôtre. Vous venez d'écouter une rencontre avec Léonore de Recondo à la librairie Ombre Blanche, jeudi 26 octobre 2023, autour de son livre Le Grand Feu, édition Grasset, réalisé et mis en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.